Un mur de 120 mètres de long. Il a probablement été construit depuis plus de 7000 ans, soit plusieurs siècles avant les premières grandes constructions mégalithiques connues en Bretagne. 62 grandes dalles et monolithes, certains dressés sur près de 2 mètres et alignés en 2 rangées parallèles. Du granit qui a été extrait, déplacé et dressé. Près de 3300 tonnes pour ce seul mur et plus de 4000 si on ajoute sa structure jumelle. En tout, il y a 11 structures dans ce secteur. Tout ça sous 9 mètres d'eau, en pleine chaussée de Sein dans l'Atlantique. Et pour une période aussi ancienne, la taille et la nature technique de ces structures n'ont à ce jour aucun équivalent connu en France. Cette découverte a été annoncée au monde en décembre 2025 et pour préparer ce sujet, j'ai pu échanger avec Philippe Bodenès, le président de l'association de plongeurs qui a mené les opérations. Le gros de cette vidéo se base sur cet article publié dans l'IJNA. Leur découverte bouscule vraiment pas mal de choses qu'on croyait savoir sur l'histoire de la Bretagne et peut-être quelques autres aussi. Bonjour, je suis Saïlar, sur cette chaîne j'adore vous raconter des histoires extraordinaires avec du contexte et puis des explications pour qu'on essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'on y croit. Et il se trouve qu'une de mes passions, c'est d'explorer à droite à gauche, notamment pour chercher des mégalithes. Et ben oui, j'arrive à m'émerveiller devant un gros caillou au milieu d'un champ. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À chacun ses passions et ses petits plaisirs. Et c'est donc parti pour le sujet du jour. L'île de Sein, c'est ce petit bout de terre plat posé au large de la pointe du Raz, à l'extrémité ouest du Finistère. Elle fait environ 2,8 km de long et se situe à peine à quelques mètres au-dessus de la mer. Mais l'île ne s'arrête pas à son trait de côte visible. Elle se prolonge sous l'eau par une longue crête rocheuse qui file vers l'ouest sur plusieurs kilomètres. C'est la chaussée de Sein et c'est l'un des endroits les plus redoutés d'Europe pour la navigation. Il y a des courants très forts et des roches qui sortent du sol un peu partout, c'est donc un lieu assez dangereux. Pour preuve, c'est un cimetière marin de toutes les nationalités et de toutes les époques. Et c'est après un énième naufrage, en 1859, qu'on a construit à son extrémité le fameux phare d'Armen. Dans des conditions qui, à l'époque d'ailleurs, étaient considérées comme à la limite du possible. Et c'est dans cette zone, entre l'île de Sein et le phare d'Armen, qu'un homme regarde des cartes en 2017. Yves Fouquet est géologue. Il a fait toute sa carrière à l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Et sa spécialité, c'est de lire les fonds marins. D'ailleurs, Yves Fouquet est né sur l'île de Sein, il a donc beaucoup d'attaches avec cet endroit. Et ce qu'il a sous les yeux ce jour-là, ce sont les données du programme Litho 3D. Un programme qui cartographie progressivement les littoraux français par levée lidar topobathymétrique aéroportée. En gros, ce sont des faisceaux laser embarqués sur un avion qui permettent de rendre visible le fond marin sur des zones assez peu profondes et surtout avec une précision qu'on n'avait jamais atteinte auparavant. Et lorsque Yves Fouquet superpose plusieurs cartes, eh bien il voit quelque chose. Un trait noir qui est long et rectiligne dans un secteur appelé Toul Arfot à l'ouest de l'île. Et ce trait n'est pas normal. Il voit des grandes failles orientées selon 2 directions principales différentes de celles de la structure découverte. À première vue, c'est bizarre, et surtout ça ne s'explique pas d'un point de vue géologique. Au début, Yves n'y croit pas, mais la cartographie 3D confirme qu'il s'agit bien d'un relief artificiel qui barre perpendiculairement une vallée, alors qu'une faille serait en creux et se poursuivrait de part et d'autre de la vallée. Au bout d'un moment, Yves en parle à ses amis plongeurs de la SAM, la Société d'archéologie et de mémoire maritime. Le 5 mai 2022, Philippe Bodenès et son binôme remontent d'une plongée près du phare d'Armen où ils cherchaient de vieux canons. Il leur reste de l'air dans leur bouteille, donc ils décident d'en profiter pour aller jeter un œil sur ce point GPS que leur a indiqué Fouquet à quelques centaines de mètres de là. Ils descendent sur 9 mètres de fond, et là ils voient une immense barre couverte d'une forêt d'algues qui se dresse sur la plaine sableuse. Ils n'avaient jamais vu ça, donc ils décident de s'approcher, et là ils remarquent quelque chose qui dépasse sous la couche de laminaire, ce sont donc ces fameuses algues marines qui sont brunes. Ce quelque chose, c'est une pierre dressée, verticale et plantée dans le sol. Là ils se regardent à travers leur masque, et pour eux, ils viennent tout simplement de découvrir l'équivalent de Karnak, mais sous la mer. Le problème, c'est qu'en été, le site est donc recouvert par ces algues qui peuvent atteindre jusqu'à 4 mètres de long. Donc sur le moment, impossible pour eux de voir quoi que ce soit en détail. Ils doivent revenir en hiver, quand l'eau froide fait disparaître ces algues. Mais plonger à Toul Arfot en hiver, eh bien, c'est
compliqué. Et en France, on ne lance pas une campagne d'archéologie sous-marine comme ça. Il faut d'abord que ça passe par le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, rattaché au ministère de la Culture. C'est l'organisme d'État qui gère l'ensemble du patrimoine sous-marin dans les eaux françaises, et sans leur autorisation, on ne peut pas effectuer de plongée officielle. La SAM fait les démarches et obtient le feu vert par l'intermédiaire d'Olivia Hulot, qui est archéologue, responsable des littoraux de Bretagne et de Loire-Atlantique au Drasme. Mais la chaussée de Saint en hiver, eh bien c'est autre chose. Les courants peuvent emporter un homme en seulement quelques secondes. Pour que ces plongées soient simplement possibles, ils ont besoin de bateaux au-dessus pour pouvoir effectuer ces plongées, avec des gens qui connaissent la zone par cœur. Et c'est comme ça que toute une équipe se monte pour résoudre ce mystère. Ils doivent d'abord s'assurer de la sécurité en mer, qui repose sur la SNSM de l'île de Saint, la Société Nationale de Sauvetage en Mer, qui assure la surveillance des plongeurs pendant toute la campagne hivernale, avec l'appui d'un pêcheur professionnel de l'île qui connaît très bien la chaussée. Sans leur bateau au-dessus des plongeurs, rien de ce qui suit n'aurait eu lieu. Les demandes de prospection déposées par la SAM ont été accordées à Yves Fouquet, qui est responsable scientifique, et Jean-Michel Kéroulet, qui est responsable des plongées. Et donc, la préparation commence. Elle se fait au printemps 2023, les laminaires ont disparu, l'équipe redescend sur le site, ils sont sous l'eau, et là, ils voient absolument tout. Un mur de 120 mètres de long, jusqu'à 20 mètres de large à sa base, il est en partie effondré, la mer et le temps ont fait leur travail, et ces blocs se sont répartis de chaque côté de l'axe d'origine. Mais sur les parties encore en place, le sommet aplati porte 62 pierres dressées. Elles sont toutes en granit et elles sont toutes debout sur près de 2 mètres, alignées en 2 lignes parallèles distantes de 1,5 m, un peu comme une double palissade de pierre. Et c'est là que l'équipe remarque un détail important sur la façon dont cette chose a été construite. Les monolithes ne semblent pas avoir été simplement posés sur le sommet du mur, un peu comme un décor ajouté après coup. Pour qu'ils soient encore debout, après plusieurs millénaires de houle, de courants et d'effondrements partiels, les chercheurs estiment qu'ils devaient être profondément ancrés dans la structure, ce qui laisserait suggérer que ces pierres faisaient partie de l'architecture même du mur. Elles n'étaient pas seulement posées dessus, elles étaient pensées avec lui. Les bâtisseurs ont probablement dressé ces monolithes, puis construit autour d'eux une masse de dalles et de blocs de granit angulaires pour les maintenir, les caler et puis les fixer dans le paysage. Mais si ces pierres devaient rester debout, eh bien, dans quel but ? Certains blocs sont des parallélépipèdes, tous suivent le même axe, l'ensemble forme une construction cohérente, orientée et volontaire. D'ailleurs, il n'y a pas qu'un seul mur, l'équipe identifie au total 11 structures distinctes dans la zone. Certaines plus petites, certaines mieux préservées et certaines effondrées. Plusieurs des plus petites ressemblent à des barrages à poissons, en gros des pêcheries. Pour les plus grandes, dont notre mur de 120 mètres, 2 hypothèses cohabitent. Une pêcherie monumentale entretenue et rehaussée au fil de la montée des eaux, ou bien un mur protecteur volontairement très large pour casser la houle. Peut-être que c'était les deux à des moments différents. Et à première vue, j'étais loin de m'imaginer l'ampleur absolument colossale du travail. Entre 2022 et 2024, ce sont 59 plongées par 10 plongeurs pour environ 35 heures cumulées de travail sous l'eau. Et ça, dans l'une des zones les plus hostiles de l'Atlantique européen. Quand j'ai vu le relais médiatique en décembre, je me suis posé beaucoup de questions. Déjà, est-ce qu'on connaît une structure comme celle-là en archéologie ? Eh bien, c'est là que tout devient vraiment étrange. Quand on pense monument de pierre en Bretagne, on pense évidemment à Carnac, aux alignements, aux menhirs, aux dolmens. Les premiers grands ouvrages mégalithiques bretons apparaissent vers 4700 avant notre ère. Les alignements de Carnac eux-mêmes sont érigés vers 4500 avant notre ère. Et cette tradition n'est pas du tout isolée, puisqu'elle accompagne l'arrivée du néolithique, c'est-à-dire l'arrivée de l'agriculture, de la sédentarité, et des sociétés organisées en villages capables de mobiliser une main-d'œuvre sur la durée pour construire en grand. Selon les modélisations, la construction de ces structures découvertes se loge entre la fin du 7e et le milieu du 6e millénaire avant notre ère environ. Ce qui fait que ces constructions précèdent les grands débuts du mégalithisme breton tels qu'on les documentait jusqu'ici. Ces structures ne sont pas forcément les ancêtres directs de Carnac, ce serait aller beaucoup trop vite en besogne en disant ça, et ce serait surtout simplifier tout ça, mais c'est une preuve qu'en Bretagne, certains gestes techniques associés plus tard aux grandes architectures mégalithiques existaient déjà
plusieurs siècles auparavant, le fait d'extraire, déplacer, dresser, caler des blocs de plusieurs tonnes et organiser un chantier dans la durée, tout ça on pensait que c'était surtout lié aux sociétés néolithiques, agricoles et sédentaires. Mais ici, on est encore à la fin du Mésolithique, et l'ère du Mésolithique, ce sont les derniers chasseurs-cueilleurs de Bretagne, avec des groupes qu'on imaginait jusqu'ici mobiles, pas très denses, qui vivaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette. On connaît certains de leurs sites, les nécropoles mésolithiques de Téviec et Édic, à 100 km de Sain dans le golfe du Morbihan, ont livré des dizaines de squelettes parés de colliers de coquillages, enduits d'ocre, accompagnés de bois de serre, recouverts de dalles et de foyers rituels, et ces gens-là avaient des rites funéraires élaborés, une vie sociale complexe et un régime alimentaire largement tourné vers la mer. Mais ce qu'on n'avait pas en France pour une période aussi ancienne, c'est un ensemble submergé de cette taille, de cette complexité et de cette technicité. Parce que jusque-là, on n'imaginait pas ce type d'aménagement monumental chez les derniers chasseurs-cueilleurs bretons. Et pourtant, ces structures avec des milliers de tonnes de granit et leurs monolithes calés dans une architecture cohérente, c'est un chantier organisé qui demande une société structurée avec une main-d'œuvre organisé également et surtout un savoir-faire technique qui est partagé. C'est un projet collectif qui a été poursuivi dans la durée et c'est un niveau d'organisation qu'on documentait très mal jusqu'ici, en tout cas pour les derniers chasseurs-cueilleurs bretons. Dans leur article publié dans l'IGNA, les chercheurs l'écrivent noir sur blanc, ces structures n'ont pas d'équivalent connu en France pour cette période. Et elles révèlent une capacité technique et une organisation sociale suffisante pour extraire, déplacer et ériger des blocs pesant plusieurs tonnes, dont la masse est similaire à celle de nombreux mégalithes en Bretagne. Plus loin dans le papier, il précise que le savoir-faire technique pour extraire, transporter et dresser des monolithes et de grandes dalles durant la transition mésolithique-néolithique précède d'environ 500 ans les constructions mégalithiques de l'ouest de la France au 5e millénaire. Les gestes techniques qu'on pensait nés avec le mégalithisme breton existaient déjà sur la même terre des siècles plus tôt. Et la question de comment ce savoir-faire s'est transmis ou pas aux traditions monumentales du néolithique reste entièrement ouverte. Ça amène encore plus de questions. Qui étaient ces gens et pourquoi personne n'en avait jamais entendu parler avant? La réponse à cette deuxième question est simple, personne n'en avait entendu parler avant parce que leurs traces se trouvent sous l'eau. Il y a environ 7900 ans, le niveau de la mer était 10,5 mètres plus bas que le niveau actuel. Et à 7200 ans avant notre ère, le niveau était 7,2 mètres plus bas que le niveau actuel. L'île émergée mesurait 7,5 km de long sur 8,9 km², soit 14 fois sa taille actuelle. Elle s'étendait jusqu'au secteur de Toularfotte, qui se trouvait alors dans une baie naturellement abritée, protégée par des récifs. Sur cette île plus vaste, il y avait des gens qui ont construit, qui ont organisé et qui ont vécu. Et puis, la mer est montée, lentement, inexorablement, à un rythme qui atteignait jusqu'à 5 à 8 mm par an à cette époque. C'est assez lent pour qu'une seule génération ne voit pas toujours la différence, mais c'est assez rapide pour qu'en quelques générations, on perde des kilomètres de côte et tout a fini par être englouti. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a pu estimer l'âge du mur, parce qu'un mur comme celui-ci n'a pas pu être construit sous l'eau, c'est impossible. Il a donc été construit à sec quand le site était encore émergé. Aucun matériau organique datable n'a été trouvé dans la structure pour l'instant. À la place, les chercheurs ont utilisé une méthode indirecte mais élégante. Pierre Stéphan, chargé de recherche CNRS en géomorphologie, et Yvan Paillet, professeur d'archéologie des sociétés littorales, deux universitaires de l'UBO qu'Yves Fouquet a contactés, reconstituent alors la courbe locale de remontée du niveau marin depuis la dernière glaciation. Ils croisent cette courbe avec la profondeur actuelle des structures, et en fait en faisant ça, ils cherchent à quel moment exactement le site de Toularfotte se trouvait juste au-dessus de la mer. Et là, la fenêtre qu'ils obtiennent dépend de la fonction qu'on prête à chaque structure. Pour une pêcherie qui doit rester baignée par les marées, la médiane tombe autour de 5350 avant notre ère. Pour un mur protecteur qui doit rester au sec et casser la houle, on remonte plutôt vers 5950. Et c'est comme ça qu'on sait que l'ensemble se loge entre la fin du 7e millénaire et le milieu du 6e millénaire avant notre ère, à la fin du Mésolithique et à la charnière du Néolithique. Mais tant qu'aucun matériau organique n'aura été prélevé au cœur de la structure, on reste sur une estimation solide, mais indirecte. Et c'est également pour ça que les recherches ne s'arrêtent pas là,
Olivia Hulot et l'Adras me l'ont annoncé, il faut maintenant sonder le cœur de la structure, chercher de la matière organique, du pollen ou des restes de poissons. L'objectif principal reste de comprendre à quoi servait exactement cette chose. Est-ce que c'était une pêcherie géante, une digue de protection contre les tempêtes et la montée des eaux, les deux, un temple pour invoquer Cthulhu? Non, ça c'est pas vrai. En attendant, en tout cas, on sait maintenant qu'il y a environ 8000 ans, des gens ont vécu sur une île bretonne qui n'existe plus sous cette forme, ils ont bâti et ils ont perdu. La mer est venue, a recouvert ce mur, et la mémoire du chantier s'est effacée. Mais quand une société disparaît sous l'eau, elle peut laisser deux types de traces. Des traces matérielles qu'on vient de voir, le mur, les monolithes, les blocs de granit alignés au fond, mais également des traces de mémoire. Dans leur papier, les chercheurs l'écrivent, je cite, « Il est probable que l'abandon d'un territoire développé par une société hautement structurée se soit profondément enraciné dans la mémoire des populations. La submersion provoquée par la montée rapide du niveau de la mer et l'abandon de ces structures de pêche, de protection et des sites d'habitation ont dû laisser une impression durable. » J'aime beaucoup les mythes et légendes et je creuse aussi leurs influences dans nos cultures parce que ça me passionne, je l'ai beaucoup fait en France, et en Bretagne, il y a une histoire qu'on raconte depuis des siècles. La légende de la ville d'Is. Dans les versions classiques, c'est une cité magnifique, bâtie au bord de la mer, elle est protégée des flots par une digue et par une porte gigantesque dont le roi seul possède la clé. Mais une nuit, la clé est volée, la porte s'ouvre et l'océan s'engouffre dans la ville, puis l'engloutit pour toujours. Selon la légende, les pêcheurs disent qu'on entend encore parfois ces cloches sonner depuis le fond, les soirs de tempête. Le folklore breton situe Is quelque part dans la baie de Douarnenez ou au large du cap Sizun, ou vers la pointe du Raz, ou bien plus à l'ouest encore. Hyacinthe Le Carguet, érudit breton, plaçait dès 1920 l'une des localisations possibles d'Is entre la pointe du Raz et l'île de Sein. C'est une sacrée coïncidence géographique, alors les gens commencent à en parler. Est-ce que cette trace légendaire pourrait être liée à cette découverte au final? C'est assez amusant d'en discuter et il y a même Didier Fouquet, actuel maire de Lille, qui en parle dans un article du Parisien. Mais l'histoire de la ville d'Is n'est pas du tout isolée. On raconte des histoires et des légendes similaires sur toute la façade atlantique de l'Europe du Nord-Ouest, et ce qui est curieux, c'est que ça correspond aux mêmes rivages qui ont vu le niveau de la mer monter pendant la dernière glaciation. Au Pays de Galles, c'est Cantrair Gwaelod, un royaume fertile englouti par la mer après qu'une gardienne eut négligé de fermer les écluses. On dit qu'on entend encore ces cloches sonner depuis la baie de Cardigan. En Cornouaille anglaise, c'est Lyonesse, une terre où vivaient 104 paroisses englouties en une seule nuit, et dont un seul homme aurait réchappé en galopant vers la côte sur un cheval blanc. Donc on retrouve plusieurs légendes avec des cités prospères qui se retrouvent englouties et qui avaient un système de défense contre la mer, mais à cause d'une faute, d'une négligence et d'une nuit de tempête, eh bien tout bascule. Pendant longtemps, les folkloristes voyaient dans ces récits des variations d'un archétype universel, l'être humain orgueilleux qui est puni par la nature. Et c'est peut-être vrai en grande partie, mais il y a un fait géologique qu'on ne connaît que depuis quelques décennies. Au large des côtes britanniques, entre l'Angleterre actuelle et les Pays-Bas, il existait autrefois une vaste plaine habitée qu'on appelle aujourd'hui Doggerland. À son maximum, cette plaine couvrait environ 180 000 km². Faut vraiment vous imaginer ça, il y avait des forêts, des rivières, des lacs, des marais et surtout des gens. Des chasseurs-cueilleurs mésolithiques dont on retrouve régulièrement les traces dans les filets des chalutiers de la mer du Nord. Des outils, des ossements, quelques fragments de leur existence qui sont remontés par accident du fond marin. Cette plaine a été progressivement morcelée puis submergée par la remontée post-glaciaire du niveau de la mer dans le même grand contexte climatique que celui qui transforme peu à peu l'île de Sein. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 7 à 8 000 ans, les populations de l'Europe du Nord-Ouest voyaient réellement leurs terres reculer face à la mer de génération en génération. Chaque génération perdait un peu de territoire. Des zones de chasse, des rivages, des sites de vie et de mémoire, peut-être des lieux rituels qui étaient abandonnés au flot. Et ça, c'était une expérience vécue sur des dizaines de générations et ce n'était pas un mythe. Et quelque part, on devrait s'attendre à ce qu'une expérience aussi violente, aussi universelle et aussi longue laisse justement des traces. Pas seulement des traces matérielles au fond de l'eau, mais également des traces dans la tête des survivants, par la mémoire, par le récit, par les générations qui racontent
les drames, les souvenirs des générations précédentes, sur ce lieu qu'ils ont toujours connu, mais qui n'est plus vraiment le même qu'autrefois. Et c'est exactement cette question qui intéresse aujourd'hui Patrick Nunn. Il est géographe, professeur à l'université de la Sunshine Coast en Australie. Depuis 20 ans, Nunn travaille sur une hypothèse. Il pense que certaines traditions orales pourraient préserver le souvenir d'événements géologiques réels sur des milliers d'années. Il a démontré pour 21 sites côtiers australiens que les récits aborigènes décrivent avec précision des configurations de rivages qui ont disparu il y a entre 7000 et 13000 ans. Ces connaissances ont été transmises oralement de génération en génération sur parfois plus de 300 générations successives. En 2022, Patrick Nunn publie dans la revue Geoarchaeology un article consacré aux traditions de submersion d'Europe du Nord-Ouest. Il y parle de la Cité 10 et des autres. Et il y défend l'idée que ces légendes pourraient être des mémoires déformées, modifiées, rebrodées, légendarisées de la montée des eaux post-glaciaires bien réelles. Et parmi les co-auteurs de cet article, on retrouve Pierre Stéphan, le même qui co-signe aujourd'hui la publication sur le mur Toularfoot. Et Axel Créac, autre chercheur de l'UBO, spécialiste des risques côtiers, poursuit aujourd'hui, depuis l'annonce de la découverte, une étude approfondie sur les liens possibles entre Toularfoot et la légende 10. C'est devenu une hypothèse de travail discutée par certains chercheurs. Alors, il ne s'agit pas de retrouver la légendaire Cité 10, mais l'enjeu c'est vraiment d'essayer de comprendre si des récits de submersion peuvent conserver la mémoire d'événements géologiques réels, même si cette mémoire a été déformée, légendarisée, christianisée ou réécrite. Donc attention aux raccourcis sensationnels, la ville 10 n'a pas été retrouvée sous l'île de Sein, ce serait une conclusion trop rapide, fausse, de même que tous les mythes de sites engloutis ne viennent pas non plus de souvenirs réels. Beaucoup de ces histoires sont des reconstructions tardives, des inventions d'auteurs médiévaux ou encore des réécritures chrétiennes de récits plus anciens qu'on ne peut tout simplement plus reconstituer aujourd'hui. Mais cette découverte nous montre quand même qu'il existe désormais un cas documenté et scientifiquement validé d'une construction humaine monumentale submergée par la montée des eaux. Et ça dans la zone où l'imaginaire breton place potentiellement l'une de ces cités légendaires englouties depuis des siècles. Et on retrouve autour de ce cas toute une constellation de récits similaires le long des côtes atlantiques, dans des régions qui ont effectivement connu la même submersion à la même époque. À l'heure où je vous parle, Yves Fouquet, Philippe Bodenès et les plongeurs de la SAM continuent leur travail et les prochaines campagnes de plongée sont en préparation. En attendant leur prochaine découverte, ce que je trouve formidable avec ce sujet, c'est que non seulement on apprend des choses, moi le premier, culturellement c'est enrichissant, mais qu'en plus, pour des gens comme moi qui s'intéressent aux différentes croyances et plus largement aux imaginaires, c'est un réservoir absolument formidable d'idées potentielles. Encore bravo à toute l'équipe de scientifiques qui ont travaillé et qui travaillent toujours sur ce cas. Je vous invite à aller faire un tour sur leur chaîne YouTube pour découvrir toutes les publications autour de cette découverte, mais également toutes les autres qu'ils font avec la SAM. Il y a également leur site internet si vous voulez creuser. Merci à la SAM, Yves Fouquet et Jean-Michel Kéroulé pour leur retour qui m'ont permis de vous raconter leur aventure au plus près de leurs travaux. Autour d'eux, il y a bien entendu le reste de l'équipe et tous les plongeurs et bénévoles de la SAM, sans lesquels rien de ce que je vous raconte n'aurait existé. Si vous voulez en savoir plus, comme d'habitude, toutes les sources se trouvent en description, n'hésitez pas à aller les parcourir. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo et que le ton, l'esprit vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Enfin, spectateurs de passage, abonnés ou membres, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Sailor et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Salut tout le monde!